Je veux commencer cette analyse des qualifications de la course sprint au Brésil en regardant cette 13e position de Hamilton qui souligne une Ferrari divisée en deux. D'une part, nous avons un Leclerc qui est arrivé 3e et qui a failli décrocher la pole position, réalisant une excellente performance malgré tout. Et d'autre part, nous voyons Hamilton qui est en grande difficulté, surtout comme nous l'avons entendu aussi dans les communications radio de l'équipe. Il s'est plaint de souffrir avec les pneus arrière qui ne montaient pas en température. C'est un problème que Ferrari connaît bien. Nous avons déjà vu plusieurs fois une Ferrari en difficulté avec les pneus arrière, surtout lorsque les conditions sont mixtes, avec un peu de pluie et un peu de soleil, ce qui fait que la température est basse et change constamment. Hamilton s'est plaint à plusieurs reprises à Riccardo Adami, son ingénieur de piste, alors qu'il rappelait les écarts avec les différents adversaires. Mais ce n'était pas cela l'important à ce moment-là, c'était de comprendre comment faire monter ses pneus arrière en température. Et Riccardo Adami ne parvenait pas à trouver une solution pour le septuple champion du monde qui a ensuite été exclu. Analysons également avec la télémétrie la performance de la Ferrari, comme nous devons nous y attendre. Demain, Ferrari sera forte, elle pourra se battre pour le podium avec Leclerc, qui part 3e, Hamilton. Jusqu'à quelle position peut-il arriver ? Parlons évidemment de la 16e place de West Ham en qualification décevante, et ensuite je vais vous montrer une donnée très intéressante sur cette exclusion en Q1 de Max. Nous devons également parler de la course sprint et du contact de Piastri avec le mur, où il perd le contrôle de sa McLaren. Allons voir tout cela en détail. Avant de commencer, je vous recommande de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Nous analysons tout avec la télémétrie, examinons les rythmes de course, je partage aussi mon avis sur les pilotes et nous observons les batailles en piste. Je vous remercie infiniment pour votre soutien continu et commençons immédiatement. Alors, débutons avec Hamilton, on observe distinctement qu'à plusieurs reprises, il perd le contrôle de sa monoplace. Avançons par exemple ici dans sa dernière tentative, c'est la toute dernière tentative qu'il a effectuée en Q2 pour essayer de se qualifier et accéder en Q3, mais il perd le contrôle. Observons ici, c'est un virage où il entre avec lenteur. Nous le verrons également plus tard. Il entre plus lentement que Leclerc dans le dernier virage et pourtant il perd le contrôle à la sortie. Examinons ensemble, il arrive ici, vous voyez ce contre-braquage, il continue à contre-braquer parce qu'il n'a pas d'adhérence sur les pneus arrière et cela ne lui permet pas d'avoir une bonne accélération dans ce virage rapide qui continue vers la ligne droite et ici vous perdez une éternité car si vous perdez à ce point, vous perdez au moins un dixième et nous constatons que tous les écarts sont serrés et un dixième pèse lourdement dans le classement. Allons voir ensemble le classement. Je vous montre celui des qualifications et bien sûr, nous avons dit une pole position extraordinaire de Norris lors des qualifications, Antonelli 2e et Leclerc 3e. Nous avons vu le temps de Hamilton 13e avec 1:10.1, un temps nettement inférieur à celui de son coéquipier qui a fait 1:9.8, réussissant à se qualifier en Q3. Ici, nous avons constaté un écart entre les deux pilotes Ferrari que nous n'avions pas vu depuis plusieurs courses et maintenant, il se remarque avec 10 positions de différence entre les deux, c'est vraiment beaucoup. Ensuite, Verstappen 16e, exclu en Q1, lui aussi avait des problèmes d'adhérence. De nombreux pilotes ont signalé des problèmes d'adhérence lors des qualifications. Un Verstappen exclu en Q1, c'est quelque chose que nous ne voyons jamais. En effet, je vous montre ce graphique très intéressant car la statistique indique que c'est la première fois que Max est exclu en Q1 pour une pure performance, peut-on dire. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises qu'il soit exclu en Q1, par exemple en Russie en 2021, en Italie à Monza en 2019, en 2018 à Monte-Carlo, puis en Chine en 2017, en 2016 à Monaco et ainsi de suite. Cependant, c'était toujours en raison de problèmes liés à la monoplace, un accident clairement de sa propre responsabilité, un souci mécanique ou un temps non réalisé lors des qualifications. En somme, divers problèmes externes qui affectaient la qualification de Verstappen et l'empêchaient de progresser davantage. C'est la toute première qualification où il se retrouve exclu dès le Q1 et où il ne parvient pas à dépasser ce stade pour aller au-delà du Q1, restant ainsi exclu de la qualification. C'est un fait significatif car cela démontre la force de Verstappen malgré tout, mais il s'est beaucoup plaint durant ses qualifications de l'arrière de sa monoplace, notamment parce qu'il a effectué des modifications de réglage sur la Red Bull de Verstappen et celles-ci n'ont pas fonctionné.
Nous avons également entendu après les interviews post-qualification qu'il a déclaré qu'il ne pouvait rien accomplir de plus. C'est une immense déception car il est écarté pour le championnat et demain nous observerons la remontée car durant la course sprint, malgré tout, il a démontré un excellent rythme de course. Et avant de discuter de la course sprint, de ce qui s'est passé, je vais vous montrer aussi la performance de Leclerc. Allons examiner les pilotes en comparaison avec la télémétrie. Ici, je montre la comparaison Leclerc-Hamilton, puis nous verrons aussi celle avec Verstappen-Norris, très intéressante. Cependant, à partir de la télémétrie Leclerc-Hamilton, on voit bien la différence entre les deux pilotes Ferrari qui dans le premier secteur sont presque égaux, identiques. En effet, l'écart se creuse à la fin du premier secteur avec 56 millièmes en faveur de Leclerc, mais il reste proche. J'ai noté les temps de référence 1.9.8 et 1.10.1 qui sont ceux du Q2. Si nous continuons, nous voyons que l'écart de Hamilton augmente surtout dans la partie technique où il ne se sentait pas à l'aise, où il s'est plaint à plusieurs reprises auprès de Riccardo Adami de ne pas pouvoir aller au maximum à cet endroit de la piste parce que l'arrière glissait trop et donc ce n'était pas vraiment un manque de précision. Nous avons vu hier une Ferrari très sous-vireuse, ce qu'ils ont réussi à résoudre à Maranello, rendant la Ferrari plus homogène dans la conduite et capable de tourner davantage, mais à l'inverse, nous avons vu une Ferrari qui manquait d'adhérence à l'arrière et surtout dans le dernier virage, elle a aussi beaucoup perdu. Cependant, dans ce secteur ici, dans la partie lente du circuit de São Paulo, nous avons vu que Hamilton entrait plus lentement et sortait légèrement plus fort, mais il ne comblait pas la différence avec Charles, qui réussissait à entrer nettement plus fort en courbe et à faire la différence par rapport à son coéquipier. Allons voir Verstappen et Norris, toujours en qualification. Dans ce cas, nous sommes en Q1. Différence de 1-10 496. Et nous voyons comment Verstappen perd énormément en passage de virage. Même dans le virage 1, en freinage avec une différence de 7 km. Dans ce cas, nous avons une différence de 6 km. Ici, on a 3 km d'écart. Verstappen perd aussi beaucoup dans le premier secteur jusqu'à 2 dixièmes. Et il perd beaucoup dans le secteur central. Contrairement à Hamilton qui dans le premier secteur réussissait tant bien que mal, Verstappen n'est ni dans le premier, ni le deuxième, ni même le troisième secteur. Et donc il a beaucoup de mal en trajectoire en raison justement du manque d'adhérence sur les pneus arrière. On le voit aussi ici, regardez l'utilisation de l'accélérateur comme elle n'est pas constante et cela nous fait comprendre qu'il conduisait un peu sur des œufs avec beaucoup de contre-braquage qui ensuite ne te poussent pas à la limite. En somme, nous avons vu un Verstappen découragé pour la lutte pour le titre, presque résigné on peut dire, dans le sens où l'écart de points est désormais important, partir aussi loin pour demain, il devra remonter, ce ne sera pas facile. D'un autre côté, Hamilton, tel que je l'ai vu, je l'ai trouvé assez, je ne dirais pas serein, mais il comprenait, il a compris quel était le problème de la monoplace, à savoir les pneus arrière, et il sait que c'était le problème de sa monoplace en qualification, et qu'il ne pouvait rien faire de plus en somme pour combler l'écart avec son coéquipier. Cependant, il faut dire que d'un septuple champion du monde, je m'attends à quelque chose de plus en qualification, une étincelle. Surtout dans ces conditions mixtes, lui qui a tant d'expérience accumulée derrière lui devait réaliser quelque chose de plus significatif. Il faut dire que Charles a davantage en main la Ferrari SF25 actuellement et donc c'est compréhensible que peut-être dans ces conditions où tu n'as pas pleinement beaucoup de grippe dans les pneus, tu ne sais pas exactement combien forcer. Charles, qui connaît mieux la voiture, sait comment aller à la limite et sait comment effectuer les bonnes modifications tant au niveau du différentiel qu'au réglage de l'équilibre des freins, donc le balance des freins, il sait comment l'ajuster pour rendre la monoplace optimale et cela, Hamilton doit encore l'apprendre sur la Ferrari parce que c'est une donnée cruciale qui permet ensuite aux pilotes de s'améliorer. Il continue à demander où je peux m'améliorer aux ingénieurs de piste à Riccardo D'Amiche, mais il ne peut pas l'aider. Maintenant, je veux parler de la course sprint. Commençons par le magnifique dépassement que Leclerc a réalisé dans la course sprint parce que les gars, dans la course sprint, Leclerc a effectué un dépassement spectaculaire sur Alonso. Allons voir ensemble ici. Ici, il réussit à prendre l'extérieur. Et si on veut, Alonso s'infiltre à l'intérieur. Il va loin. Et ici, il le croise. Regardez ici. Il réussit parfaitement à croiser le double champion du monde. Continuons. Ici, nous voyons qu'Alonso lui concède l'extérieur et Leclerc le prend entièrement et réussit ensuite à passer. En somme, une manœuvre bien étudiée car il parvient à croiser continuellement les trajectoires et ensuite à dépasser Alonso. Cependant, avant de dépasser Alonso, il y a eu un petit duel au sein de l'équipe Ferrari entre Hamilton et Leclerc. Et je veux le montrer car c'est très intéressant. Cela nous montre comment le redémarrage après le rolling start, si l'on veut, après le redémarrage justement avec la safety car, sera intéressant car nous avons vu les deux pilotes Ferrari s'affronter mutuellement. Allons chercher la vidéo pour la regarder ensemble.
Et c'est un moment très intense parce que nous les avons vus tous les deux très proches l'un de l'autre. Et tout d'abord, je vais vous montrer le départ de Hamilton qui est vraiment excellent, je l'ai ici. Et ensuite, nous irons observer cet épisode-là. Le départ de Hamilton a été véritablement spectaculaire dans la course sprint car il a réussi à remonter de la 12e place à la 8e, juste derrière Leclerc. Ici, il parvient à passer à l'extérieur. Regardez, il se sort des ennuis et réussit même à prendre la position sur Stroll. En somme, c'est impressionnant car c'est un excellent départ de Hamilton. Nous espérons également que demain, en partant 13e, il réussira à faire un bon départ car cela permet de gagner des positions facilement et cela impacte moins votre rythme de course. Ensuite, nous savons que Ferrari a du mal à maintenir son rythme lorsqu'il y a de l'air sale. Donc nous verrons un peu cela demain, si Ferrari parviendra à exprimer son rythme sur le rythme de course. Je vais vous montrer aussi un peu comment Ferrari s'est comporté sur le rythme de course de la sprint race. Voici ce qu'ils ont démontré, on voit que Red Bull, Mercedes, en particulier Mercedes et McLaren ont un meilleur rythme. Red Bull a un bon rythme, meilleur que Ferrari qui a le rythme le plus faible si l'on veut parmi toutes, donc c'est un peu préoccupant. Il faut dire qu'ils étaient aussi beaucoup plus chargés par rapport aux adversaires, donc peut-être que sur la gestion des pneus, Ferrari sera meilleur par rapport à Mercedes qui pourrait souffrir un peu plus dans la gestion des pneus. Attention à Kimi les gars, car il part en 2e position, il est proche de Norris. Norris évidemment pense plus au championnat qu'à la victoire, donc Kimi pourrait aussi viser la victoire, et aussi Leclerc qui part 3e pourrait avec un bon départ menacer Kimi qui n'a pas très bien démarré aujourd'hui dans la course sprint. Et attention, Norris est celui qui peut courir de manière un peu plus conservatrice, car en regardant maintenant le classement qui a changé après l'abandon de Piastri dans la course sprint, nous avons Norris, leader, 375 points, puis Piastri, 356, puis Verstappen, 3e, 326 points. En somme, 9 points de différence entre les deux pilotes McLaren avec un Piastri qui a commis une erreur très grave. Allons la voir ensemble. Cette erreur n'était pas souhaitable pour le championnat de Piastri et nous montre encore une fois à quel point l'expérience compte en Formule 1. Et ici, je mets d'un côté les statistiques, les récents résultats de Piastri. Nous voyons qu'il y a eu un abandon à Bakou, une 4e place à Singapour, une 5e place à Austin, un abandon dans le sprint au Mexique, une 5e place au Mexique lors de la course et un abandon dans le sprint au Brésil. En somme, un Piastri qui a certainement commis de petites erreurs. Dans les dernières courses, c'était surtout la performance qui manquait par rapport à Norris. Un point va certainement en faveur de Norris qui parvient à mieux s'adapter aux conditions de la piste lorsqu'elles sont mixtes, que ce soit sous la pluie ou dans des conditions mixtes et ensoleillées. Voilà, Norris parvient à adapter plus facilement sa McLaren par rapport à Piastri qui a plus de difficultés. Allons voir ensemble. Voici l'interview de Piastri où il discute de son erreur en abordant cette section d'eau. Je dois dire que l'accident qu'il a subi aujourd'hui, en prenant précisément cette flaque sur le vibreur, est également en partie attribuable à la malchance de Piastri. Et là, il perd le contrôle de la voiture, tu perds le contrôle et tu ne la reprends plus, tu vas contre les barrières et c'est fini. Il suffit vraiment de quelques centimètres de différence et tu peux prendre une bonne trajectoire plus agressive et risquer à la place de perdre le contrôle de la monoplace et d'aller dans le mur, et c'est ce qui est arrivé à Piastri. Il a justement expliqué que c'était aussi beaucoup de malchance, évidemment, mais de quelqu'un qui peut être champion du monde, on s'attend à ce qu'il anticipe ces situations et essaye de les éviter. Il a certainement été malchanceux, mais peut-être aurait-il pu être un peu plus attentif dans cette situation, étant donné que les conditions étaient mixtes et éviter d'être si agressif sur les bordures dès le début. Un pilote expérimenté comprend quand il est possible d'attaquer les bordures et quand il vaut mieux rester un peu plus à distance. Quand on est un pilote plus jeune, comme c'est le cas ici pour Piastri, même par rapport à Norris, il est plus difficile de comprendre les conditions, et dans ce cas, il a commis cette petite erreur. Et c'est véritablement une erreur relativement insignifiante. Observons ensemble également cette section ici, car elle est particulièrement intéressante. On peut observer ici également comment, par exemple, Antonelli aperçoit Piastri qui a fait cette erreur à cet endroit précis. Je suis désolé, mais ce n'est pas la perspective correcte ici. C'est Norris qui a pris le vibreur. Cependant, il y a Antonelli qui a évité de prendre le vibreur car il a observé Piastri le prendre et par conséquent, il est allé ensuite percuter le mur. Voici la perspective de 3 pilotes qui prennent ce vibreur et, d'ailleurs, 3 jeunes pilotes, pouvons-nous dire. Donc voici l'erreur spécifique commise par chacun d'entre eux.
Dans ce cas, nous avons Piastri, Hülkenberg et Colapinto. Hülkenberg est un pilote expérimenté, mais Piastri et Colapinto sont de jeunes pilotes. Nous observons ici qu'ils prennent précisément le vibreur dans cette situation et commettent tous les trois la même erreur dans ce virage. Kimi remarque l'erreur de Piastri et réussit à rester légèrement plus large afin d'éviter de commettre également cette erreur. Félicitations à Kimi dans cette circonstance parce qu'il aurait pu également finir dans le mur, mais non, le voici, je l'ai capturé en vidéo, le voici, celui de Kimi qui observe que Piastri a perdu le contrôle du véhicule et il parvient dans ce cas, vous remarquez qu'il reste à l'extérieur, il ne prend pas le cordon à l'intérieur car il souhaite éviter de commettre cette erreur et il a été extrêmement bon ici, vraiment très bon Kimi, car il a réussi à éviter une situation potentiellement dangereuse. Cela dit, je voulais également montrer l'affrontement entre les deux pilotes Ferrari. Voyons voir. Et aussi les résultats du sprint. Alors, le duel entre les pilotes de l'écurie Ferrari est véritablement impressionnant. Si je l'ai à disposition, je vous le montrerai immédiatement, sinon je vous le présenterai demain, car je ne l'ai pas encore préparé. Et donc parlons davantage des résultats de la course sprint car ils ont été assez importants. Ensuite, nous allons également regarder bien sûr la grille de départ pour la course. Cependant, la course sprint nous a montré un championnat qui est pratiquement presque terminé en somme, car nous avons ici voilà les résultats de la course sprint. Non, ceci est la qualification sprint, désolé, oui, ceci est la course sprint. Ok, et voici les résultats avec Norris en premier, Antonelli en deuxième, Russell en troisième, puis Verstappen en quatrième, qui jusqu'à ce moment-là avait aussi un peu contenu l'écart avec Norris, Leclerc en cinquième, Alonso en sixième, Hamilton en septième, Gasly en huitième, et cependant Piastri manque ici, en somme. Norris a réalisé une course absolument parfaite de son côté. Actuellement, il est tellement concentré dans cet état d'esprit qu'il n'arrive même pas à faire de déclaration. Il souhaite demeurer focalisé sur son objectif de titre, qu'il désire ardemment conquérir jusqu'au bout. Par ailleurs, Piastri a démontré qu'il ne supporte pas la pression en ce moment, et c'est là que l'on observe un grand Norris. Attention à Norris car il réalise vraiment une fin de championnat extraordinaire. Ici, je vous montre également l'accident de Piastri sous un autre angle très intéressant et spectaculaire, où il prend cette flaque à l'intérieur. Vous pouvez voir ici, avec la roue avant gauche, qu'il perd le contrôle. Ici, on ne pouvait rien faire, bon, c'était ces conditions mixtes où il est dur de choisir même le type de pneu. C'était quand même sec, mais avec les médiums, c'est un composé plus froid, car plus dur qu'un soft, donc c'est plus compliqué. Ceux qui ont opté pour les pneus tendres durant la sprint race ont indéniablement eu davantage de facilité à les exploiter pleinement, car ils disposaient de pneus plus chauds, ce qui est bénéfique. Voici la grille de départ pour la course de demain. Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri, Hadjar, Ras, Lawson. Soulignons aussi la perf des Racing Bulls. Hadjar est 5e, Lawson 7e. Excellent également Berman 8e qui d'ailleurs réalise une qualification remarquable jusqu'à ce moment-là car il était même premier en Q1. Ensuite, il a vraiment fait une performance exceptionnelle. Si nous regardons par rapport à la console, le coéquipier est éliminé en Q1, précisément 17e. Hamilton est 13e et Verstappen 16e. Nous verrons leur remontée. Comme je vous l'ai montré aussi par rapport au rythme de course ici, Hamilton n'a pas un rythme de course très bon comparé à Verstappen qui était meilleur, donc il est plus probable que Verstappen remonte demain par rapport à Hamilton qui aura un peu plus de mal aussi dans les dépassements car la Ferrari est légèrement plus chargée par rapport aux autres, donc attention à cela. Enfin, c'était tout ce que je voulais vous dire et nous verrons demain comment se déroulera la course. J'espère une Ferrari sur le podium. Bravo Leclerc. Soulignons la performance de Leclerc qui a fait un excellent premier secteur et par rapport à tous les autres, en effet, il a fait, si je ne me trompe pas, le premier secteur qui n'est pas en violet. Ce n'est pas le meilleur car c'est Norris qui l'a fait, mais parmi les meilleurs, donc c'est beaucoup pour Charles. Et nous verrons demain comment se déroulera la course. Selon moi, Norris, je ne sais pas, il a le rythme pour gagner et il a certainement la voiture supérieure, mais il n'a pas non plus cette nécessité et il suffit d'arriver devant Piastri. Évidemment, s'étendre dans le championnat ne lui fera pas de mal. Nous verrons, attention aussi à Leclerc 3e qui pourrait peut-être essayer quelques dépassements au départ et nous verrons Hamilton et Verstappen récupérer de l'arrière. Et aussi Alonso 11e, lui aussi vieux lion qui cherchera à se battre là devant. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic. Moi je dis non, allez, je dis Norris qui gagne. De toute façon, je vais sur le sûr. Victoire de Norris, 2e je dis Leclerc et 3e Piastri selon moi. Mais nous verrons.
Nous verrons aussi demain et dites-moi aussi votre pronostic, ce que vous pensez évidemment des qualifications de la course sprint. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Ici de la Satou, nous nous voyons dans une prochaine vidéo.